Voilà, merci. Les photos, les prises de vue sont faites et on va maintenant continuer cette séance plénière du congrès de l'USH. Et avant l'intervention de Monsieur le Premier ministre, je vais demander au président de l'USH, Jean-Louis Dumont, de bien vouloir me rejoindre et de s'adresser aux congressistes. Monsieur le Président. Merci pour votre invitation. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre du Logement, Madame la secrétaire d'État à la Ville, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents, non seulement d'organismes HLM, mais aussi responsables dans des institutions et des associations, globalement, chers congressistes, partenaires, locataires, amis du mouvement HLM. Un salut particulier au délégué général, Frédéric Paul. Ainsi, je salue devant vous, Monsieur le Premier ministre, l'ensemble des équipes qui montent le congrès, qui le préparent, qui l'animent, qui y travaillent beaucoup. C'est un grand rendez-vous annuel que nous entendons conserver car il nous permet de travailler toujours vers l'avenir. Et puis un salut. J'avais annoncé son passage ce matin dans notre congrès et il est resté. Et nous avons échangé sur la ville, sur le quartier, sur l'avenir. Plein de complicité. Il suffit de regarder le premier rang. Je salue Jean-Louis Borloo. Chers congressistes, un congrès se passe bien lorsque les problèmes ou les questions ou l'actualité est abordée toujours sur le fond. Je dois dire que ce qui compte pour le mouvement HLM, c'est que la construction peut s'effectuer tout simplement sur les valeurs de la République. Je salue Thierry Repentin, mon prédécesseur. Et saluant mon prédécesseur, je veux saluer en cela une lignée de présidents, de militants, d'hommes et de femmes engagés pour que le droit au logement puisse s'exercer dans les meilleures conditions. C'est donc, Monsieur le Premier ministre, avec grande satisfaction, et pourquoi pas le dire, nous sommes heureux de vous accueillir 2 ans après notre congrès de Lyon. Ici à Nantes, pays de la Loire, ici à Nantes pour notre 77e congrès. Il y a 2 ans, au plus dur de la crise qui touchait notre pays, alors que nos partenaires du bâtiment nous disaient la peine qu'ils avaient à maintenir des emplois, nous vous disions « la réussite est à portée de main. Nous pouvons y arriver. Libérer nos énergies. » Nous avons agi, nous avons décidé la mutualisation partielle de nos fonds propres pour produire plus, pour produire et rénover mieux. Nous nous sommes engagés, nous en avons appelé à votre soutien. Aujourd'hui, je tiens à vous le dire, l'année 2016 va marquer une étape importante avec le sérieux que vous nous connaissez. Quand je dis « nous », c'est chaque organisme HLM additionné à un autre organisme HLM. Ce sont les fédérations avec leur culture, leur statut, leurs moyens, leurs ambitions et leur histoire. Une hausse de l'ordre de 8% des agréments. Voilà quand on est organisé, rassemblé, ambitieux et qu'on veut répondre aux besoins. Voilà le travail que le mouvement HLM est capable de mettre en œuvre. Cette année sera pour la production de logements la meilleure année depuis 2010.
L'accession sociale à la propriété n'est pas en reste. Ce sont au total, pour tous les acteurs HLM, 14 000 logements produits. 14 000 familles, personnes devenant propriétaires et devenant propriétaires avec une accession sécurisée. Et près de 110 000 logements seront terminés en termes de travaux d'amélioration de leur performance énergétique. Tout cela, c'est bon pour le locataire, c'est même bon pour la planète et c'est bon pour l'emploi. Oui, pour le logement social, vous pourrez le dire, ça va mieux. Alors, bien sûr, nous regrettons que cette dynamique ne soit pas la même pour les Outre-mer, où les perspectives se sont malheureusement détériorées en 2015. Mais nous l'espérons, et je l'ai dit ce matin à Erika Bareks, notre ministre des Outre-mer, que les mesures de simplification que vous avez annoncées nous permettront, si ce n'est immédiatement en 2016, au moins dès 2017, de redresser la situation. Faut-il pour autant considérer que tout est fait et que nous n'aurions plus rien à attendre? Cela n'a jamais été notre vision. Nous avons devant nous, avec vous encore, bien des défis à relever. Je parle de défis au pluriel, mais au fond, ils ne sont qu'un. Nous voulons tenir la promesse républicaine. Nous voulons être utiles dans le combat de la République au quotidien et pour le gagner au bénéfice du logement pour tous. Monsieur le Premier ministre, je me suis adressé à vous il y a quelques semaines. Les organismes HLM qui gèrent 1,2 million de logements implantés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville m'ont alerté. Ils témoignent de la dégradation du fonctionnement social des quartiers et de la vie quotidienne de leurs habitants, marqués par des difficultés économiques et sociales, trop souvent et à tort stigmatisés par des problèmes certes réels d'incivilité, d'insécurité, de repli communautaire. Tous ces éléments, tous ces événements, toute cette problématique, nous les abordons face les yeux sur ces questions et une réflexion collective. Tout cela pour vous dire que les conditions de financement du NPNRU sont dégradées par rapport au premier PNRU. Elles pèsent sur les arbitrages que sont en train de réaliser les acteurs locaux. Elles pénalisent beaucoup trop fortement les projets de démolition. Nous ne voulons pas démolir pour démolir, mais parfois nous savons que c'est indispensable. Nous ne voulons pas renoncer à des projets ambitieux mais nécessaires pour l'avenir. Il est à la mode de dire que la rénovation urbaine ou la politique de la ville n'ont pas fonctionné, mais c'est faux. 86% des habitants des quartiers populaires sont satisfaits des changements permis par la rénovation urbaine. Et 82% des habitants des villes, hors ces quartiers, sont satisfaits de ce qui a été réalisé. Ne renonçons pas, ne renonçons jamais et donnons-nous les moyens d'agir. Nous sommes passionnés, car les organismes HLM sont volontaires et sans concession pour mener à bien toutes les politiques de mixité sociale. Dans le monde qui est le nôtre, elles s'imposent. Elles nécessitent de la concertation, elles demandent à être simples et efficaces. Nos ateliers à venir, lors du congrès, sur le projet de loi égalité et citoyenneté en seront l'occasion. Nous sommes déjà mobilisés pour doter les organismes et les territoires des outils nécessaires. Rappelez-vous, en 2015, à l'occasion du siècle, le mouvement HLM avait dit « chiche, parlons de la mixité, parlons de l'occupation sociale, mais faisons-le sur des données objectives et partagées ». Nous sommes à l'œuvre et tout à l'heure, j'aurai le plaisir de vous présenter un projet de cartographie de l'occupation sociale du parc. Dans quelques mois, si la loi le permet, l'accès aux données, nous pourrons, avec le GIP SNE, l'utiliser pleinement. Nous comptons sur la CNIL, qui
par la loi, saura mettre avec nous en œuvre les conditions d'une pleine connaissance de la demande et des flux à réorganiser aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, vous le voyez, vous n'avez pas devant vous un mouvement qui serait défensif. Vous me connaissez, je le dis assez souvent, en cette année du centenaire auquel vous avez participé. Je viens de Verdun et nous savons le prix d'une telle stratégie du repli. À Verdun, il n'y a pas eu de repli. Il y a eu de la résistance et des contre-offensives. C'est réducteur ce que je viens de dire. C'est comme ça qu'il faut faire. Ne jamais vouloir simplement se défendre. Toujours proposer. Dans ce 77e congrès, nous faisons la promotion du modèle français du logement social, au nom de l'intérêt de la nation, au bénéfice de tous. Nous, acteurs du logement social, office public de l'habitat, entreprise sociale pour l'habitat, coopérative HLM, SACICAP, association régionale, tous nous sommes fiers de notre action. Nous voulons pouvoir continuer à la déployer quotidiennement aux côtés des habitants, au service des projets de territoire, et nous en avons la capacité. La campagne des prêts de haut de bilan bonifiés connaît un succès retentissant. Et avant de continuer, je voudrais quand même vous rappeler qu'à une époque, on disait 2 milliards, mais il n'y aura jamais assez de demandes. Les résultats sont la preuve du dynamisme des organismes HLM sur tout le territoire. Une ambition qui s'inscrit dans le cadre des grandes politiques de l'État et donc démontre les moyens. Beaucoup de projets portés par les organismes n'ont hélas pas pu être retenus à cette étape. 2,5 milliards d'euros étaient prévus. Il y a des dossiers déposés par des centaines d'organismes sur l'ensemble du territoire, zones tendues, zones détendues, villes, quartiers, bourgs, pour 6 milliards d'euros. Il nous faudra trouver ensemble les moyens de répondre à ces projets. Il n'y aurait rien de plus grave que de ne pas aller au bout d'un projet qui a été porté par nos organismes et les collecteurs ou la caisse de dépôt et consignation. Allons-nous dire, vous avez proposé, identifié plusieurs milliards d'investissements supplémentaires de rénovation et il n'est pas possible d'y répondre? Nous ne pouvons nous y résoudre avec l'ingéniosité, la contribution exceptionnelle de la Caisse des dépôts, l'appui d'Action Logement, Monsieur le Président, la mobilisation de la Banque européenne d'investissement. Là, il faudrait peut-être un peu plus de mobilisation. Mais enfin, bon. Nous avons trouvé une solution innovante pour développer l'activité, avec 2 milliards de prêts à taux zéro. Il faut que nous trouvions au plus vite un chemin pour prolonger cet élan et doubler l'enveloppe initialement prévue. Nous savons la contrainte budgétaire qui pèse sur la France. Mais, et disons-nous la vérité, nous avons été modestement à l'échelle du pays, mais très significativement à l'échelle des organismes, en quelque sorte associés à cette contrainte par la hausse des prélèvements au titre de la CGLLS, qui ont pesé fortement sur les organismes. Ce sont des fonds propres qui ne peuvent pas être utilisés pour équilibrer ou donner un plus à des opérations de construction. En 2016, après plusieurs années de débats sur le financement de la production neuve et un réel mécontentement des acteurs du logement social sur la programmation des aides à la pierre, l'État a créé le Fonds national des aides à la pierre. Vous le savez, ça n'a pas fait l'unanimité au sein du mouvement HLM, loin de là. Et je vois les personnes, les responsables qui étaient pour le moins critiques. Mais l'État avait pris 3 engagements. Garantir dans le temps le niveau de la contribution du budget de l'État au financement du FNAP. Il faudra rappeler
à mon ami et voisin de circonscription, Christian Eckert, actuel ministre du Budget et du Domaine, lui rappeler que c'est 250 millions qu'il doit trouver. Il y a des jours, il en trouve beaucoup plus. De l'État. Et nous apporterons la même chose. Mais quand on fait une politique contractuelle, on la fait ensemble. On signe ensemble. Et quand on contractualise à égalité, ce n'est pas beaucoup pour l'un et moins pour l'autre. Voilà, donc il faut qu'on clarifie ces choses, parce que la confiance, elle se gagne avec de bons comptes. Et chez moi, dans la Wavre, on dit « les bons comptes font les bons amis ». Voilà, d'une façon qui n'est pas très élégante de présenter les choses, mais de dire que nous travaillons sur le long terme. Le logement qu'on prévoit aujourd'hui, il sera habité dans 50 ans encore, par des générations qui ne sont encore pas nées. C'est peut-être un des modèles économiques qui a le mieux réussi dans ce pays, qui est prêt à traverser toutes les difficultés, à condition que la négociation soit toujours au cœur de nos politiques. L'argent des HLM doit rester au HLM parce que l'argent des HLM doit servir au confort de ceux d'aujourd'hui et à l'habitat de ceux de demain, en servant l'économie de notre pays et l'emploi de notre pays. Le lien social, le lien citoyen passe par des politiques volontaristes sur le quartier, dans la ville, Madame le maire. Et vous l'avez parfaitement ce matin illustré dans votre mot d'accueil pour ce 77e congrès. Voilà. Écoutons les acteurs. Nous ne travaillons que parce que nous travaillons et nous faisons des projets pour celles et ceux qui veulent vivre dans ce pays, pour l'économie de notre République. Nous pouvons aller de l'avant. Et tout cela pour dire que le deuxième point, c'était ne pas accroître la pression financière déjà forte sur les organismes HLM. Vous aurez remarqué, Monsieur le Premier ministre, peut-être à tort, et on me le reproche de temps en temps, depuis que je suis président de l'USA, je n'ai jamais demandé de l'argent en plus. Je demande des comptes clairs, transparents, simples, que chacun apporte sa contribution. Et donc, avec de l'argent, au moins en ce qui concerne les 250 millions, c'est simple, c'est net, ça permettra d'aller vers les logements destinés aux plus fragiles, je n'ai pas dit obligatoirement les plus pauvres, mais les plus fragiles, ou qui ont été rendus fragiles par une société par trop égoïste. En fait, le véritable lieu de cogestion de la programmation des aides à la personne entre l'État et les collectivités locales est les bailleurs. Nous avons pu apprécier le soutien de Mme Emmanuelle Cos, votre ministre, notre ministre du Logement, pour répondre efficacement à cette troisième question, et nous comptons sur le projet de loi de finances qui sera présenté demain. Nous avons encore quelques heures pour gagner la bataille. Mais après, il y aura la bataille parlementaire, et comme j'ai vu quelques parlementaires, et pas des moindres, dans la salle, vous pouvez compter, Monsieur le ministre, que les amendements viendront éclairer ce projet de loi de finances. Le FNAP peut, Monsieur le Premier ministre, être une opportunité s'il est crédibilisé par une stabilité des interventions, s'il vient à marquer le tournant pour lequel il a été annoncé. Ce message est donc très sérieux. Notre pays va connaître en 2017 plusieurs rendez-vous électoraux. Et en ces temps de débat, lorsque je vois les programmes de quelques candidats à l'élection présidentielle ou aux primaires, je suis stupéfait. Pas un ou très peu pour dire haut et fort que le logement social est un atout pour notre pays. Ça devrait déjà être l'antienne de chaque candidat. Le logement social est un atout pour la République de la France. J'ai même lu que certains entendaient supprimer Action Logement.
Monsieur le Président, et la gestion paritaire, j'ai même entendu dire des choses sur le paritarisme assez percutants, et verser la contribution des employeurs au budget de l'État. On sait que l'État, quand il n'a plus d'argent, devient prédateur, pas faute de l'avoir dit ce fois à l'Assemblée nationale. Mais quand même, bien, Monsieur le Premier ministre, je le dis solennellement ici, devant le Congrès, et j'engage tous mes collègues, je vous le dis, Monsieur le Président, nous défendrons l'USL, nous défendrons Action Logement. Nous discutons, nous négocions ensemble, nous échangeons. Nous pouvons ne pas être tout à fait d'accord, c'est normal. Mais Action Logement, si ça disparaissait, que deviendrait l'ANRU? Que deviendrait l'accession à la propriété des salariés? Que deviendrait combien de politiques publiques qui, aujourd'hui, le font avec cette collecte de l'argent des entreprises? Nous y serons donc attentifs. Nous sommes prêts à discuter, mais on fait confiance pour qu'ensemble, nous puissions défendre ce modèle. Les mois à venir seront pour nous l'occasion de porter dans le débat public nos ambitions pour le logement, pour la ville, pour nos quartiers. Nous avons, nous, Mouvement HLM, conçu notre projet stratégique CAP HLM autour de 45 propositions. Elles sont le fruit d'une démarche et d'une fabrique collective. Je ne les égrenerai pas ici, Monsieur le Premier ministre, mais je veux vous dire combien les lignes de force qui ressortent de ce document vont être mises en œuvre, vont nous occuper pour déjà les négociations, mais aussi et surtout pour lancer le débat pour 2017. Tout d'abord, la qualité. D'abord et avant tout, la qualité. Vivre dans un logement social doit être et doit rester toujours un plaisir. Qualité du bâti, qualité du service, qualité des services à la personne. Depuis plus de 10 ans, nous avons saisi cette question et les organismes ont engagé les démarches de qualité. Maintenant, avec la création du label Quali HLM, avec la création d'un conciliateur pour le traitement des situations complexes, nous voulons encore aller plus loin. La mobilité, sujet d'actualité, sujet qui préoccupe et l'entreprise et la plupart des personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou au-delà. Mobilité, un Français sur deux a vécu ou vit en HLM. Ils veulent que nous les accompagnions, que nous les aidions mieux à évoluer dans le parc social au cours de leur vie. Il y a des réponses simples. Dès 2017, nous proposerons à tous les organismes de mettre en ligne leur logement disponible sur un site Internet. Nous faciliterons ainsi l'accès de tous à l'ensemble de l'offre. Nous pouvons renforcer les rendez-vous de mobilité avec les locataires. Mais il y a aussi dans cette question des sujets plus complexes, notamment les réservations, sur lesquels nous devons engager le dialogue avec nos partenaires. Rien ne peut se faire sans un dialogue, sans des explications, sans comprendre ce que l'autre ne partage peut-être pas, ou les difficultés qu'il rencontre, ou même les ambitions qu'il a, et les partager ensemble. Tous les réservataires. Comment faire vivre le bâtiment, le quartier, si on ne partage pas avec le maire, si on ne partage pas avec le président du conseil départemental en charge des politiques sociales, avec le président du conseil régional, la grande région, avec ses nouvelles missions sur le plan d'aménagement du territoire et de l'économie, avec Action Logement, et même avec le préfet, Monsieur le Préfet, puisque vous êtes aussi un réservataire. Les préfets l'ont souvent oublié et ça nous arrangeait. Mais bon, il faut quand même rappeler que nous avons tous un certain nombre de responsabilités. Troisième élément, la transition énergétique. Le mouvement HLM a un rôle important à y jouer. Les efforts déjà entrepris par les organismes pendant ces dernières décennies ont déjà permis d'atteindre une performance énergétique globale qui marque une considérable avancée.
non seulement en anticipant dans la construction neuve, mais en revisitant, y compris après le DSQ, qui nous a occupés il y a déjà quelques années, en revisitant les travaux à réaliser dans nos bâtiments. Nous voulons aller plus loin et participer à la mutation énergétique de notre pays. L'heure est au circuit court, aux productions locales plus sûres, moins invasives pour l'avenir et plus économes. Demain, le patrimoine HLM peut être, grâce aux moyens de production des énergies renouvelables, producteur d'énergie et très probablement autosuffisant pour en faire bénéficier les locataires. Alors, il y a ici ou là quelques décrets à changer. Nous en discuterons avec Madame Cosse. Enfin, innover. Le maître mot de ce congrès, c'est l'innovation. Démontrer que sur le plan technique, sur le plan architectural, sur le plan des services, sur le plan social, nous avons des capacités, des compétences à innover en agrégeant autour de nous les professionnels qui peuvent apporter leur expertise pour aller de l'avant. Il y a deux manières de penser l'innovation. La première, c'est de considérer que celle-ci est un moyen de créer de la différence et de financiariser cette différence. Ça n'est pas du tout notre pensée. Nous ne voulons pas de cela. Le mouvement HLM veut une innovation qui profite au plus grand nombre. Et cela ne signifie pas une innovation dégradée ou une innovation pour quelques pauvres. Cela signifie une innovation accessible à tous, intelligente et responsable. L'innovation à laquelle nous aspirons à un nom, c'est le progrès. C'est l'avenir meilleur pour tous. Je ne reviendrai pas sur les Outre-mer, nous en parlerons avec Madame Cosse et avec Madame Barrègue. Je ne reviendrai pas sur le sujet de l'amiante, qui est toujours un problème d'actualité. Et je rappelle qu'à un congrès, j'avais proposé que nous puissions, avec des fonds de la CGLS dédiés, pouvoir mener à bien l'innovation permettant de traiter le problème. Du côté de Bercy, on nous a pris peut-être un peu pour... Enfin, ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Ils ont fait autrement. Voilà. Et on n'a pas avancé. Moi, je les rends responsables de cela. Nous avons des responsabilités. Nous savons prendre nos responsabilités. On n'a pas mis la poussière sous le tapis. On est allé de l'avant. Voilà, Monsieur le Premier ministre, j'ai été beaucoup trop long, me fait signe. Je voudrais simplement, en conclusion, dire que votre visite, votre passage et les propos que vous allez tenir à ce congrès marquent simplement une volonté, c'est d'affronter des questions telles qu'elles se posent et organiser collectivement la réponse. Tout ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour le lien social, pour le lien républicain, tout simplement pour la République. Merci. Mesdames les ministres, chers Emmanuel Cosse et Hélène Geoffroy, et puisque je cite des ministres, laissez-moi saluer d'anciens ministres du Logement, Marie-Noëlle Lienemann et Jean-Louis Borloo, Monsieur le Préfet, Monsieur le Délégué interministériel, cher Thierry Repentin, Madame la Maire, chère Johanna Roland, Monsieur le Vice-président du Conseil départemental, cher Philippe Bourvalet, Monsieur le Vice-président de la région Pays de la Loire, Mesdames, Messieurs les parlementaires et élus, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de l'Union sociale pour l'habitat, cher Jean-Louis Dumont. Nous tenions avec Emmanuel Cosse à être ensemble avec vous aujourd'hui. Bien sûr, la ministre est présente avec vous depuis le début de ce congrès et elle sera présente jusqu'au bout, jusqu'à son intervention jeudi. Et nous tenions à être avec vous car ce congrès, qui permet à tous les acteurs du logement social de se retrouver, est tous les ans un moment important. Et vous le faites ici, dans cette région des Pays de la Loire, dans ce beau département
de la Loire-Atlantique. Et dans cette ville innovante et tournée vers l'avenir que vous incarnez, chère Johanna, avec talent, ville qui a toujours, dans le domaine de l'urbanisme, de l'architecture, du logement, de l'habitat social, été à la pointe. Je veux bien sûr commencer très sincèrement par saluer le travail, le savoir-faire de l'Union sociale pour l'habitat et des organismes qui la composent, bref, saluer le mouvement HLM. Vous agissez sans relâche pour tous ceux qui peinent à se loger au prix du marché, pour aider les jeunes en quête d'autonomie, les familles monoparentales, les salariés aux revenus modestes, les personnes âgées qui ont des petites pensions de retraite. Vous faites vivre concrètement, vous le défendez, le droit au logement inscrit dans notre Constitution. C'est un enjeu, ai-je besoin de le rappeler ici, de solidarité, de cohésion, vous venez de le dire avec vos mots forts, Monsieur le Président, de cohésion pour notre société qui doit toujours tendre la main avec bienveillance. C'est aussi un enjeu économique, vous l'avez souligné aussi. Le bâtiment est un secteur clé avec un effet d'entraînement sur tous les autres. Depuis un an, l'activité dans le logement se redresse et elle va aller, je l'espère, nous faisons tout pour cela, de mieux en mieux. Le bâtiment, ce sont de la croissance et des emplois, et dans ce département, dans ce territoire, la démonstration en est faite tous les jours. À ce titre, les chiffres publiés par Pôle emploi hier sur l'emploi sont décevants, bien évidemment. Ils ne sont pas bons en août. Même si je veux insister sur le fait que depuis un an, parce que votre secteur y prend sa part, le chômage a baissé. Et le combat, et vous ne l'oubliez pas, contre le chômage, parce que vous êtes des acteurs économiques, mais parce que aussi vous vivez la réalité sociale que provoque le chômage. Le combat contre le chômage est un combat de tous les instants. Nous le menons avec opiniâtreté, et les chocs exogènes des derniers mois, attentats avec les conséquences notamment sur le tourisme, Brexit, ou les conséquences plus structurelles, par exemple du ralentissement de la croissance des pays émergents, freinent objectivement les effets positifs de notre politique. C'est la raison pour laquelle il ne faut rien céder et poursuivre, même si c'est difficile, car je crois que notre diagnostic est le bon, même si évidemment c'est un débat qui a lieu. Le problème de l'économie française, c'est avant tout un problème de compétitivité de nos entreprises et de formation des demandeurs d'emploi. Et je veux le dire devant vous, et je le dis bien sûr à mes compatriotes, soit nous poursuivons une politique réaliste qui réforme notre économie et qui assure aussi la pérennité de notre modèle social, soit on laisse place à des politiques de rupture qui, elles, casseront les solidarités dans le logement notamment. Certains nous disent déjà avec nous, c'est facile, changeons tout, quitte à casser. Moi, je veux dire oui, c'est difficile, mais persévérons. Et vous l'avez dit, cher Jean-Louis Dumont, il n'y a pas à choisir entre l'emploi et notre modèle social. Et je ne veux pas d'une politique économique brutale et encore moins d'une politique du chacun pour soi. Mesdames, Messieurs, 2 années ont passé depuis notre dernière rencontre en congrès de Lyon. 2 années de mesures gouvernementales fortes, je le crois, dans le domaine du logement et en particulier du logement social, même si je connais votre exigence. 2 années de mobilisation des collectivités et bien sûr des organismes HLM. 2 années qui ont permis, même si la bataille pour la construction, la rénovation, l'accès au logement, l'hébergement n'est jamais finie, de faire repartir ce secteur. Depuis 2012, vous connaissez les chiffres, mais il faut à chaque fois les rappeler. 471 000 nouvelles constructions de logements sociaux ont été financées, c'est-à-dire 120 000 par an en moyenne. Les chiffres sont particulièrement bons en Île-de-France, qui concentre à elle seule la moitié des demandes, avec 70 000 nouveaux logements lancés cette année. C'est sans précédent. Et la France, il faut toujours se comparer, est ainsi le pays de l'Union européenne qui produit le plus de logements sociaux. Elle représente à elle seule 40% des logements sociaux
produits en Europe en 2015. Si nous obtenons de tels résultats, qui nous invitent à la modestie et à poursuivre le travail, bien sûr, c'est grâce notamment, et votre président vient de le rappeler, à notre mode de financement de la construction, mode particulièrement original, déconnecté du système bancaire, reposant sur l'épargne des ménages et les aides à la pierre. Il bénéficie aussi d'un ensemble d'aides complémentaires des collectivités locales et des entreprises privées. Ça arrive souvent dans les congrès, il y a toujours un moment d'animation qui permet de se faire entendre. J'imagine que vous avez eu également ces débats. Je vais essayer de vous répondre tout à l'heure si vous le voulez bien. Je laisse le président Jean-Louis Dumont aller dialoguer et je vous tiens au courant de ce qui va se passer. Je vais parler de ces sujets, bien évidemment, si vous me laissez poursuivre. Malgré la crise financière, la France a ainsi préservé des mécanismes solides de solidarité. Et, disons-le, beaucoup d'États voisins européens nous envient ce modèle. Ce modèle, nous agissons pour le conforter, et plus encore cette année. Il y a d'abord eu le renforcement du livret A, avec le relèvement de son plafond, d'ailleurs dès l'été 2012, puis la baisse des taux d'emprunt, et enfin la baisse du taux de commissionnement des banques fin 2015, qui a permis de dégager 170 millions d'euros. Plus récemment, nous avons réformé, Monsieur le Président, Action Logement, réaffirmant ainsi la responsabilité des entreprises dans le financement du logement social. C'était un souhait des partenaires sociaux. Nous y avons répondu. Et je crois, Monsieur le Président Dumont, vous avez eu raison de le souligner, au rôle du paritarisme. Nous avons aussi créé le Fonds national des aides à la pierre, géré à parité entre l'État, les bailleurs et les collectivités locales. Pour la première fois cette année, l'État ne prendra pas seul les décisions d'allocation des aides à la pierre, mais avec les territoires et les opérateurs. C'était une demande du mouvement HLM. C'était votre demande et nous l'avons entendue. Et je salue le travail du conseil d'administration du Fonds sous l'impulsion de son président, cher Emmanuel Couet. Nous avons enfin, vous l'avez évoqué, mis en place ce que l'on appelle des prêts de haut de bilan pour permettre aux bailleurs sociaux d'emprunter à 0% sur 20 ans auprès de la Caisse des dépôts. Une enveloppe de 2 milliards est prévue. Elle permet déjà de financer 25 milliards d'euros de travaux additionnels, 20 000 logements sociaux nouveaux et 150 000 rénovations thermiques. Voilà, je crois, une belle impulsion pour le logement social partout en France, en métropole comme en outre-mer, même si, bien sûr, j'ai été sensible, cher Jean-Louis, à ce que vous avez dit sur ces territoires. Devant la demande très forte qui traduit la dynamique du monde HLM, nous avons décidé, avec le Président de la République, de porter cette enveloppe à 3 milliards d'euros, soit 1 milliard de plus que prévu. Et je demande à l'ensemble des partenaires du dispositif d'y travailler pour la fin de l'année 2016. L'État, mon gouvernement sont, vous le voyez, à vos côtés, et Emmanuel Cos suit bien sûr ces dossiers avec l'engagement et la connaissance qu'on lui connaît. Un mot également, car je sais que cela vous préoccupe, sur la prise en compte du patrimoine dans le calcul des APL. Cette mesure, il n'y a qu'en France où on siffle ou on applaudit avant que vous ayez pris la parole. C'est d'ailleurs assez étonnant. Et je pense que dans le dialogue général du pays, nous avons besoin, les uns et les autres, qui n'excluent pas d'ailleurs des accords ou des désaccords, d'écoute. Le pays a besoin d'écoute, quel que soit le moment et quel que soit l'interlocuteur. Cette mesure, issue des conclusions d'un groupe de travail parlementaire, et je respecte le Parlement, rétablit l'équilibre entre ceux qui ont un patrimoine
logements vacants, résidences secondaires, patrimoine financier, et ceux qui n'en ont pas. Non pas, contrairement à ce que j'ai pu entendre, en les privant de leurs APL, mais simplement en le baissant pour tenir compte de cette situation. Et je rappelle par ailleurs que cette mesure ne concerne pas ceux qui ont un petit patrimoine, en dessous de 30 000 €. Elle ne concerne pas non plus les personnes âgées en EHPAD, ni les personnes en situation de handicap. Et puis, ce débat va se poursuivre, et là aussi c'est logique, dans le cadre de la loi de finances 2017. Et je sais l'attention des députés comme des sénateurs sur ces questions, et ils seront bien sûr à l'écoute de l'ensemble des acteurs. Mais sur tous ces sujets, il faudra aller plus loin. Avec d'autres, bien sûr, vous le savez, j'ai une conviction qui est celle du revenu universel, ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs une utopie concrète. Elle doit d'abord être un gage de simplification des minima sociaux, mais aussi et surtout d'une certaine conception de la société et de la solidarité. Dans la réflexion qui s'ouvre dans les mois qui viennent, dans le grand débat qui s'ouvre devant les Français, décisif pour l'avenir de la nation, votre mouvement doit prendre toute sa place, avec le pragmatisme et la responsabilité qu'on lui connaît. Car avec leur singularité, et j'insiste, avec leur singularité, car je ne confonds pas les APL avec des minima sociaux, les aides au logement, 18 milliards, sont le premier pilier de la solidarité. Et ouvrir ce débat, c'est assumer qu'apporter un soutien aux 8 millions de personnes pauvres, en exclusion, en précarité, accidentées de la vie, que compte notre pays, ce n'est pas basculer dans ce que certains appellent l'assistanat. C'est assumer, par exemple, qu'il faut aujourd'hui ouvrir, par exemple, ces droits aux jeunes de 18 à 25 ans. La spécificité des publics ou des prestations ne doit jamais nous dispenser de trouver une approche unifiée qui assume, vous l'avez dit, Monsieur le Président, que la solidarité est une part fondamentale de l'exigence républicaine. Nous avons des résultats, mesdames et messieurs, je viens de le rappeler, mais il faut donc aller plus loin également, car plus d'1 million de nos concitoyens, plus d'1 million, sont en attente d'un logement social. Nous devons donc produire plus de logements sociaux bien situés et de qualité. Le mouvement HLM est là, fidèle au poste pour faire des propositions, alimenter notre réflexion, nous aiguillonner aussi. C'est le sens de votre projet stratégique, Cap HLM, élaboré à l'issue d'un vrai travail prospectif. Et vous venez, Monsieur le Président, d'en décliner les axes principaux. Un logement social de qualité, c'est d'abord, vous le soulignez, un logement social durable. Et le mouvement HLM est d'ores et déjà le fer de lance de l'innovation, vous y avez insisté, et de la rénovation. Il faut agir dès la conception du bâtiment, mais aussi accompagner les locataires, diffuser les bonnes pratiques. Et je sais, Monsieur le Président, que c'est un de vos engagements pour l'année qui vient. Vous pouvez compter sur le gouvernement pour vous soutenir dans cette démarche. Un logement social de qualité, cela veut dire aussi mieux associer les locataires à la prise de décision. Le projet de loi Égalité et citoyenneté crée l'obligation pour les bailleurs sociaux de financer les associations représentatives. C'est inédit et c'est une grande avancée. Et je veux, à cette occasion, saluer l'engagement des associations de locataires et leur ténacité pour toujours faire avancer leur point de vue, leurs projets, et je les rencontrerai tout à l'heure. Vous voyez, tout arrive dans un congrès HLM. Un logement social bien situé, de qualité, c'est ensuite un logement qui s'inscrit dans la durée, et vos mots étaient très justes, et dans un cadre de vie agréable. Certains d'entre vous, vous l'avez dit, s'interrogent sur des opérations de démolition de logements sociaux. Chaque fois que la qualité d'un quartier le permet, il faut bien sûr éviter de démolir. Mais dans certains quartiers, abattre les tours ou casser les dalles, c'est l'ancien maire d'Évry qui vous parle, c'est un préalable pour changer les choses, redonner de l'air, rendre le lieu plus attractif, rénover les espaces publics, créer tout simplement du beau, ouvrir sur la ville. Le délégué général de l'ISH, Frédéric Paul, l'a d'ailleurs dit récemment
Et vous avez vous-même décidé, en effet, de consacrer des moyens nouveaux à ces démolitions. De nombreux bailleurs seront soutenus massivement, territoire par territoire, grâce aux prêts que nous avons évoqués de haut bilan. Et le nouveau programme de renouvellement urbain a été doté de fonds substantiels pour poursuivre et renforcer cette démarche. En 2014, nous avons mobilisé, grâce notamment à Action Logement, que je recite, qui apporte 93% des crédits, 5 milliards d'euros. Ils permettront d'accompagner jusqu'à 20 milliards d'euros de travaux. Je sais que de nombreux acteurs, bailleurs, collectivités locales, mais je pense aussi à la secrétaire d'État à la politique de la ville, Hélène Geoffroy, elle m'en parle régulièrement, voudraient aller au-delà de ces 5 milliards d'euros, agir plus vite et plus fort pour les habitants des quartiers. Je veux le dire clairement, bien sûr, et l'élu d'Évry que je suis toujours sait ce qu'il doit et ce qu'il faut encore pour rénover, grâce à l'action de la politique de la ville, et chacun pourrait ici trouver bien d'autres exemples. Mais en même temps, je veux le dire clairement, tout ne passe pas par des millions d'euros supplémentaires, même s'ils sont ces milliards, d'ailleurs, essentiels. Il faut aussi mieux utiliser nos ressources, déployer une stratégie d'ensemble. C'est le rôle de l'État pour transformer les quartiers en profondeur. Cela étant, en 2009, un choix politique a été fait, sortir l'État du financement de l'ANRU. Et moi, je pense qu'il faut organiser plutôt son retour et revenir à l'esprit initial, cher Jean-Louis Borloo, de l'ANRU, où l'État joue son rôle. Et je veux le dire d'autant plus que sur ces questions-là, parce que moi je pense que l'unité nationale, dans bien des domaines, elle s'impose, il y a, pour ce qui concerne de la politique de la ville, une continuité depuis 30 ans, avec les modifications, les impulsions nécessaires quand elles se sont imposées. Et je pense que de ce point de vue-là, le retour de l'État aux côtés des acteurs locaux, collectivités et bailleurs, s'impose. Son retour pour construire du logement, mais aussi des équipements, gymnases, lieux de vie, écoles, etc. Au-delà des moyens pour accompagner les collectivités, je sais qu'ils sont attendus, et l'État répondra présent avec une nouvelle hausse de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation politique de la ville. Le gouvernement proposera dans le budget d'amplifier la force de frappe de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Ces mesures prendront effet dès 2017 et je présenterai dans les prochaines semaines un plan d'accélération de la rénovation urbaine et nous y travaillons, bien sûr, avec Patrick Kanner et Hélène Geoffroy. Le logement social doit enfin, et c'est là-dessus que nous devons avant tout consacrer nos efforts, être mieux répartis. Habiter dans le parc social, cela ne doit pas signifier être parqué dans certains quartiers. Le logement social, il répond aux attentes en fonction des revenus des classes moyennes et des couches populaires de ce pays. Et je l'ai dit à de nombreuses reprises, et j'en fais d'une certaine manière un combat personnel, il faut frapper beaucoup plus fort, encore plus fort, pour casser les logiques de ségrégation, ce que j'avais appelé un apartheid social, territorial et ethnique, qui fait que les difficultés se concentrent toujours dans les mêmes quartiers, alors que des villes entières se replient dans leur égoïsme. Là encore, non au chacun pour soi. La République, c'est la solidarité et l'effort partagé pour tous les territoires. C'est vrai quand il s'agit d'accueillir des migrants dans ce pays, et personne ne me fera croire qu'accueillir 9000 migrants de Calais n'est pas possible aujourd'hui dans un pays moderne comme le nôtre. C'est encore plus vrai quand il s'agit de l'habitat social. Et je ne veux pas que certains nous fassent croire que l'habitat social, c'est uniquement la pauvreté, c'est uniquement l'immigration en difficulté. Non, le pays doit avoir une politique d'habitat social portée, partagée, intégrée par tous, sur tous les territoires. Et c'est le combat pour beaucoup d'entre vous, depuis toujours, c'est le combat d'une vie, c'est le combat de militants pour lutter contre les inégalités, les discriminations, les ségrégations, logement, habitat, politique de peuplement, c'est cela. Je voyais le débat ce matin sur les inégalités à l'école. Et pourtant, beaucoup a été fait. Et le rapport publié ce matin porte un regard rétrospectif sur les 10 dernières années. Mais je sais qu'avant de parler de l'école et de la reproduction des inégalités, il y a d'abord au cœur de tout les politiques d'habitat, de logement
de peuplement, et nous devons poursuivre et aller encore beaucoup plus loin pour lutter contre ces situations. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, que nous avons relevé l'obligation pour les communes de construire des logements sociaux de 20 à 25 %. Pour cela aussi que nous faisons preuve d'une très grande fermeté face aux communes récalcitrantes, en activant tous les leviers, depuis l'accompagnement jusqu'à la sanction. Nous avons vu il y a quelques jours avec Emma Cosse et Thierry Repentin, au cours d'un déplacement dans la région de Marseille, que cet effort portait ses fruits. Partout, des maires réticents commencent enfin à se mobiliser. Nous sommes à l'écoute, parce que je sais que parfois c'est difficile dans certains territoires pour des questions de foncier ou parce que vous avez aussi l'opposition de la population. Donc il faut avancer, convaincre, mais nous ne laisserons rien passer face à ceux qui voudraient s'affranchir de leurs obligations. J'entends beaucoup parler de l'autorité de l'État, et ce sont souvent ceux qui parlent de l'autorité de l'État qui ne l'acceptent pas quand il s'agit de leur propre territoire et quand il s'agit d'accueillir du logement social. La loi Égalité et Citoyenneté doit donner des moyens supplémentaires pour que l'on arrête de toujours loger les pauvres à côté des pauvres, obliger les villes aisées à réserver au moins 25 % de leur part sociale aux ménages les plus modestes. Sans surprise, ces objectifs de transparence dans l'attribution des logements sociaux, de mixité sociale, sont aujourd'hui remis en cause dans le débat qui vient de s'ouvrir au Sénat. Et bien sûr, c'est facile de pointer du doigt les fractures de notre société. C'est facile de parler de nation et de cohésion. Mais il arrive un moment où il faut passer au concret, prendre des décisions fortes, passer de la parole aux actes, sinon c'est la parole publique. Et c'est le cas malheureusement dans notre pays qui est remis en cause. Il arrive donc un moment où, permettez-moi cette expression, les masques tombent et où les égoïsmes ressurgissent. Le gouvernement s'opposera à ce détricotage en cours au Sénat et il demandera en tout état de cause le rétablissement de toutes ces dispositions dans le texte qui sera ensuite soumis à l'Assemblée nationale. L'État, mesdames et messieurs, prend lui aussi sa part dans cet effort en faveur de la construction de logements, de la mixité sociale, en cédant des terrains publics pour construire des logements. Le Président de la République a fixé des objectifs ambitieux à Thierry Repentin, qui connaît bien le monde HLM. 71 cessions ont été réalisées l'an dernier, permettant de construire plus de 7 500 logements, dont 45 % de logements sociaux. En tout, 100 terrains seront cédés cette année avec un taux de décote de 60 % en moyenne. C'est une véritable aide à la pierre. Et monsieur le délégué interministériel, hier encore, avec la maire de Nantes, vous avez signé là aussi ces engagements sur ce territoire. Cette mise à disposition des terrains publics sera encore amplifiée grâce à la nouvelle société foncière solidaire, opérationnelle dès le début de l'année prochaine. Tout continuera à être fait pour mobiliser des terrains à un coût réduit pour les organismes HLM et ainsi construire des logements abordables et de qualité pour nos concitoyens. Libérer du foncier à un prix raisonnable, c'est enfin l'objectif de l'exonération des plus-values de cession quand des immeubles sont vendus à des organismes HLM. La prolongation de ce dispositif au-delà du 31 décembre 2016 sera sans doute demandée par les parlementaires. Le gouvernement y sera, dans ce cas, favorable. Pour rétablir la mixité, vous devrez, vous aussi, étendre votre expertise à de nouveaux champs d'activité, en apportant des réponses, vous l'avez évoqué, aux copropriétés en voie de fragilisation, mais en jouant un rôle aussi dans le parc privé. Il nous faudra sans doute intervenir davantage, il vous faudra sans doute intervenir davantage dans les centres-villes pour réhabiliter les bâtiments existants et permettre ainsi aux familles de se loger dans des logements bien situés et de qualité. Mais je sais que votre action, et nous en parlons souvent, et nous l'évoquions l'autre jour quand nous nous sommes retrouvés dans la Meuse, elle pèse aussi dans les petites villes, dans les villes moyennes, mais également dans les centres-bourgs. Mesdames, Messieurs, à la fin du XIXe siècle, comme à la sortie de chacune des guerres, comme à l'issue des 30 Glorieuses, le logement social a toujours été là pour garantir la cohésion de notre société. Il a été là pour refuser la loi du chacun pour soi, et il doit continuer à le faire. Pour cela, nous devons lui donner les moyens d'agir, de s'adapter aux nouvelles réalités. L'État doit être à vos côtés. C'est le sens de ma présence, c'est le sens de la présence des ministres ici aujourd'hui. Aux côtés du mouvement HLM, de vous tous,
présidents, administrateurs d'organismes, gestionnaires d'immeubles, associations de locataires, tous militants. Car nous savons à quel point vous êtes des acteurs infatigables de la mixité et de la mobilité sociale. On s'interroge beaucoup aujourd'hui sur la France, sur ses atouts et sur ses faiblesses. Ses forces, nous les connaissons bien sûr, sa présence dans le monde, sa langue, sa culture, son économie. Mais l'une des forces, c'est l'engagement militant. C'est le rôle des corps intermédiaires. C'est le rôle aujourd'hui du mouvement HLM. C'est en effet ce lien social et ce lien citoyen que vous défendez et que, face à la crise économique et sociale que nous connaissons depuis des années, face au chômage de masse, il faut évidemment recoudre en permanence. Et vous avez un rôle essentiel. Et dans ces temps où la France, l'Europe, le monde sont menacés par les populismes, où on considère qu'entre l'homme ou la femme qui pourrait s'imposer tout seul face au peuple, le rôle du Parlement, le rôle des élus, le rôle des syndicats, le rôle des organismes, le rôle, bref, de ces corps intermédiaires n'a plus lieu d'être. Eh bien, au contraire, je veux ici, devant vous, saluer le travail qui est le vôtre. Et en étant avec vous et en m'engageant avec vous, c'est aussi un message de reconnaissance et de gratitude que je souhaite vous témoigner. Merci à tous et à tous pour votre engagement solidaire.